Bonjour et bienvenue, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je suis ravi de vous accueillir pour le partage immobilier du jour. Dans cette vidéo, j'ai décidé, je vais vous parler de résidence principale. Alors pour ceux qui me connaissent, ou si vous me suivez, vous savez qu'en 2015, j'ai fait 3 opérations immobilières. J'ai acquis ma résidence principale et j'ai ensuite acheté 2 immeubles de rapport. Alors, suite à ces transactions, j'ai plusieurs amis à moi, plusieurs amis investisseurs qui m'ont dit « Écoute Jean-Valéry, pourquoi as-tu acheté ta résidence principale avant d'investir ?» Et donc j'ai décidé de répondre à cette question en faisant cette vidéo. Mais pour que ma réponse soit complète, je ne vais pas répondre à une question, mais à 4 questions au total. C'est pourquoi, à la fin de la vidéo, vous saurez pourquoi j'ai acheté ma résidence principale avant d'investir. Je vous parlerai de l'erreur, je vous dirai quelle est l'erreur que font 90% des gens qui achètent leur résidence principale. En troisième question, je vous dirai comment j'ai fait pour pour investir malgré l'achat de ma résidence principale. Et enfin, en quatrième question, je vous expliquerai comment faire, ce que vous pouvez faire si vous avez déjà acheté votre résidence principale et que vous souhaitez investir dans l'immobilier. Donc c'est un programme riche et concis. Donc restez bien attentifs et je vous dis à tout de suite. Très bien, alors avant de répondre à ces 4 questions, je vais vous inviter tout d'abord à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve quelque part sur cette page ou sur l'écran, peut-être ici, donc je pense que vous le trouverez. C'est très important puisque ça vous permet d'être au courant, d'être informé à chaque fois que je publierai un partage immobilier. Donc surtout abonnez-vous bien, comme ça vous serez sûr de ne rien rater. Alors, première question, pourquoi j'ai acheté ma résidence principale avant d'investir ? Eh bien la réponse va être rapide, je l'ai acheté parce que c'était un projet personnel, un projet familial que nous avions depuis un petit bout de temps. Je ne pensais pas forcément à investir avant, et donc c'était important pour moi de pouvoir concrétiser d'abord ce projet, puisque c'était déjà un projet personnel. Donc, la question pour moi n'était pas de savoir est-ce que je dois investir avant d'acheter ma résidence principale ou l'inverse. La question était de savoir comment faire pour investir malgré l'achat d'une résidence principale. Et ça, je vais vous l'expliquer un peu plus loin dans la vidéo. Deuxième question. Alors, quelle est l'erreur que font 90% des gens qui achètent leur résidence principale? Eh bien, cette erreur, c'est qu'en fait, lorsqu'on achète notre résidence principale, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir le banquier, avant d'acheter, on va voir le banquier, on lui demande jusqu'à combien le banquier, jusqu'à combien il peut nous prêter pour qu'on puisse acheter cette résidence principale. Et l'erreur que nous faisons, c'est que nous empruntons la totalité de la somme. C'est-à-dire que si le banquier vous dit, vous pouvez emprunter, je peux vous prêter jusqu'à 200 000 € pour acheter votre résidence principale, et bien on va chercher une résidence principale à 200 000 €, ou alors à 220 000 pour pouvoir négocier et l'avoir à 200 000 €. Et si on ne souhaite pas investir par la suite, ce n'est pas forcément une erreur. Mais si on pense à investir dans l'immobilier, c'est une erreur parce que ça nous empêche d'investir, parce que nous sommes endettés généralement à 33%, si on utilise le montant maximum que le banquier nous octroie, et ben on est endetté à 33%, et du coup on n'a plus beaucoup de marge pour pouvoir investir. Et ça, le banquier le sait, et dès qu'on revient pour un investissement locatif, « Ah, monsieur, vous êtes endetté à 33%, je ne peux plus rien faire. » Donc, si vous savez que vous voulez investir et que vous n'avez pas encore acheté votre résidence principale, soit vous investissez avant, ou soit si vous tenez vraiment à acheter votre résidence principale, surtout gardez de la marge. Troisième question. Comment j'ai fait pour investir dans l'immobilier malgré l'achat de ma résidence principale? Eh bien, pour faire ça, j'ai fait 3 choses. Dans un premier temps, avant d'acheter ma résidence principale et avant d'acheter mes immeubles, j'ai mis mes comptes au carré, mes comptes bancaires. C'est-à-dire que 4 mois avant ces transactions, je dis bien 4 mois, parce que le banquier analyse 3 derniers mois de relevé de compte, mais on ne sait jamais. 4 mois avant, je fais en sorte qu'il n'y ait pas d'agio sur mes comptes. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas donc de découvert.
sur mes comptes. Je fais en sorte que toutes les mensualités passent, qu'il n'y ait pas de rejet de prélèvement, qu'il n'y ait pas de rejet de chèque. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont pénibles quelque part pour le banquier et qui vont polluer votre dossier de prêt. Alors que si vous êtes carré au niveau de vos comptes, eh ben c'est un premier gage de confiance. Le banquier il va avoir confiance en vous parce qu'il va voir que vous avez une bonne gestion en bon père de famille. Voilà, ça c'est la première chose que j'ai faite. La deuxième chose que j'ai faite, eh ben, c'est que avant d'acheter ma résidence principale, j'ai calculé moi-même ma capacité d'emprunt. Et par rapport à cette capacité d'emprunt, j'ai choisi de m'endetter à hauteur de 25% seulement au lieu des 33% autorisés par la banque. Donc, en faisant ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préservé ma capacité d'emprunt. En fait, j'ai tout simplement évité de faire l'erreur que font 90% des gens qui achètent leur résidence principale. J'ai préservé ma capacité d'emprunt pour en avoir encore sous le pied en investissant dans l'immobilier par la suite. Du coup, ça a été un avantage pour moi, parce que lorsque j'ai voulu acheter des immeubles, eh ben, la banque m'a rien dit de spécial. Elle m'a dit, ah, ben, effectivement, on a de la marge, le temps d'État à 25%, donc on a encore de la marge, donc effectivement, vous pouvez investir. Donc du coup, je ne vais pas dire que c'est passé comme une lettre à la poste, mais presque. Donc la deuxième chose que j'ai faite, ça c'est très important, j'ai préservé ma capacité d'emprunt. Et la troisième chose que j'ai faite, eh ben, c'est que en fait, j'ai investi dans des opérations à fort rendement. Lorsqu'on achète un immeuble de rapport, on achète un bien, mais dans lequel il y a plusieurs lots. Alors déjà, le prix est moins cher au mètre carré, et évidemment, les loyers perçus sont plus importants, puisque vous en avez plusieurs des loyers qui rentrent. Ce qui veut dire que la différence entre la mensualité que je paye et les loyers qui sont versés est quand même assez importante, c'est-à-dire que les loyers versés sont plus importants que la mensualité de crédit, ce qui a pour conséquence d'augmenter ma capacité d'emprunt. Donc vous avez vu, d'un côté, je préserve ma capacité d'emprunt en achetant ma résidence principale, mais qu'à 25%, et de l'autre côté, j'ai réussi à augmenter ma capacité d'emprunt parce que les loyers versés par les locataires des immeubles étaient bien supérieurs à la mensualité de crédit. Parce que quand j'ai acheté les immeubles, certains appartements étaient occupés, donc il y avait déjà des locataires qui avaient un bail, donc ce qui veut dire que j'ai pu montrer ce bail au CEBO, au banquier, qui a vu que les loyers étaient vraiment existants. Et donc ces trois choses-là que je vais vous expliquer, ça a vraiment été des plus pour que je puisse investir sereinement dans l'immobilier malgré l'achat de ma résidence principale. Donc, quatrième question, comment faire pour investir dans l'immobilier si je suis déjà propriétaire de ma résidence principale? Eh bien, si vous voulez faire cela, il y a 3 cas de figure. Soit vous êtes dans le cas de figure où vous avez acheté votre résidence principale depuis longtemps, et que du coup vos salaires ont augmenté depuis, ça veut dire que quelque part vous avez une capacité d'emprunt qui s'est agrandie puisque vos salaires ont augmenté, et donc là vous ne devriez pas avoir de problème pour investir puisque vous n'êtes plus endetté à 33% comme au début de votre emprunt si vous l'avez déjà depuis longtemps, donc vous devriez pouvoir obtenir un prêt entre guillemets assez facilement. Deuxième cas de figure, si vous avez acheté votre résidence principale il y a peu de temps, il y a 2, 3, 4, 5 ans, et que vous êtes encore endetté du coup à 33%, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de calculer votre RAV, R-A-V. Alors la RAV, c'est le reste à vivre. En fait, c'est une deuxième méthode de calcul qu'utilise le banquier pour pouvoir vérifier la solvabilité de clients. C'est-à-dire que soit il calcule avec la méthode du taux d'endettement, donc de 33% à ne pas dépasser, ou soit le banquier utilise la méthode de calcul du reste à vivre. Pour calculer votre reste à vivre, ce que vous devez faire, c'est que vous devez faire le total de toutes vos charges, du moins de tous vos crédits, et vous faites la différence avec vos revenus. S'il vous reste plus de 2000 € de reste à vivre, et bien dans ce cas-là, vous pouvez insister auprès du banquier en disant écoutez, quelle méthode vous utilisez pour calculer ma solvabilité? Parce que en partant de la méthode du taux d'endettement, effectivement, je suis endetté à 33%, mais si on part sur le reste à vivre, il me reste plus de 2000 €. Et là, s'il vous reste plus de 2000 €, c'est un argument auprès du banquier. Soit il n'avait peut-être pas pensé à vous proposer cette méthode, à faire cette méthode de calcul-là, ou soit il savait très bien d'avance qu'il ne vous resterait pas forcément plus de 2000 €. Mais s'il vous reste plus de 2000 € de reste à vivre, vous pouvez insister auprès du banquier, et si ce n'est pas ce banquier-là qui vous fera le prêt, ça sera un autre, parce qu'il sera ravi de vous avoir comme client.
Maintenant, si votre reste à vivre est inférieur à 2000 euros, ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer d'investir dans des opérations à fort rendement. Alors, des opérations à fort rendement, ça peut être quoi? Ça peut être un immeuble effectivement de rapport, voilà, si vous pouvez, si la banque vous le permet, dans la mesure où il y a déjà des locataires qui sont là et auquel cas les revenus locatifs sont connus à l'avance. Mais ça peut très bien aussi être un appartement F4 que vous achetez dans lequel vous faites de la colocation, puisque là vous aurez 2 ou 3 loyers qui rentrent en fonction du nombre de chambres. Donc du coup le cash flow que vous allez dégager va être important. Soit vous pouvez faire ce qu'on appelle la location courte durée ou la location saisonnière, c'est-à-dire que vous achetez un studio ou un F2 et puis vous louez cet appartement à la nuit ou à la journée ou à la semaine. Donc ça aussi, c'est des opérations à fort rendement parce que la rentabilité en général est excellente. Mais en plus de la rentabilité, c'est surtout le cash flow qui est dégagé. À partir du moment où vous arrivez à montrer au banquier un projet viable et que vous arrivez à lui prouver quel est le cash flow que vous allez dégager de telle ou telle opération, si le cash flow est important, ça peut être en votre faveur puisque ça va augmenter quelque part votre capacité d'emprunt. Donc c'est une solution que vous avez aussi si toutefois vous êtes déjà endetté à 33%. Alors, nous arrivons au terme de cette vidéo. Et avant de finir cette vidéo, je tiens à vous dire que j'ai un petit cadeau pour vous, même 2 cadeaux pour vous. En cliquant sur le bandeau qui apparaît sur l'écran ou alors dans un lien qui se trouve dans la description, en cliquant sur ce lien, vous allez pouvoir recevoir, premier cadeau, mon étude de cas 2 immeubles en 3 mois, qui est une étude de cas dans laquelle j'explique comment j'ai fait pour acheter donc, ces immeubles-là, et c'est surtout, je vous donne tous les éléments chiffrés, les prix d'acquisition avec les prix de frais de notaire, les loyers perçus, ce qui était perçu quand j'ai acheté les immeubles, comment j'ai mis en location les appartements, voilà, tout est expliqué, donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien, et en plus, vous recevrez également mon e-book qui s'intitule « Les 10 commandements de l'investisseur à succès », qui est un e-book dans lequel j'ai mis les 10 principes qui, selon moi, sont importants pour votre réussite immobilière. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous pensez qu'elle peut faire du bien à quelqu'un ou si elle serait intéressante pour vos proches. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les indiquer. Hein. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo aussi, ça m'intéresse. Et si vous souhaitez enrichir l'information, surtout n'hésitez pas aussi. Je serai content de vous lire. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis, portez-vous bien. Et n'oubliez pas que vous avez de la valeur. Alors, à très bientôt et je vous souhaite le meilleur.